Roger Paul Roy, bonjour. Bonjour. Bienvenue en Israël. Merci. Je sais que vous êtes venu ici pour un colloque, n'est-ce pas, organisé par Shmuel Trigano sur la pensée juive de Paris, ce qu'on appelle. C'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre d'intellectuels francophones ici? La rencontre était passionnante et Shmuel Trigano m'avait demandé, moi je ne suis pas spécialiste de la pensée juive, ni de l'école de pensée juive de Paris, mais il m'avait demandé de brosser en quelque sorte un panorama de l'arrière-plan de la philosophie française à leur époque, de ses évolutions, de ses courants, de ses tensions, et j'ai essayé non seulement de relever ce défi un peu compliqué, mais de les mettre à certains détails en relation avec les penseurs juifs de cette époque. Alors, pour nos téléspectateurs qui nous voient, qui ne connaissent peut-être pas très bien ici en Israël, on va essayer de faire un portrait un peu de vous, mais aussi de la philosophie française, parce qu'au fond, ça fait 50 ans que vous êtes peut-être un des représentants de la philosophie française. Est-ce que la philosophie, ça a donné du sens à votre vie très tôt, très jeune? C'était une vocation que vous avez eue au lycée? Oui, j'ai été, quand j'étais adolescent, un fou de littérature, c'est-à-dire que je lisais un roman par jour. Et puis, à 16 ans, j'étais un peu en avance, faisant ma classe terminale, j'ai eu pour professeur Michel Pêcheux, et j'ai entendu parler de philosophie. Et j'ai eu l'impression qu'on entrait dans les vraies choses. C'est-à-dire que la littérature parlait d'amour, de mort, d'aventure, de sentiments, mais que la philosophie se demandait de quoi il s'agissait dans tout ça. Et que finalement, on réfléchissait là dans le dur, si j'ose dire, qu'il s'agisse de la mort du pouvoir, de la justice, de l'État, etc. Et que là, à partir de ce jour-là, je me suis dit que c'est ça qui m'intéressait. Et votre parcours, c'est un parcours classique d'universitaire, c'est-à-dire vous avez fait l'école normale, agrégation et enseignement. Voilà, c'est un parcours classique et pas classique. Oui. Classique dans la mesure où, pas classique, pourquoi? Parce que j'ai passé toute ma vie avec un pied dans l'université et un pied dans les salles de rédaction. C'est une singularité. Alors du côté de l'université, j'ai fait Normal Sup, une agrégation de philosophie, j'ai été ensuite docteur, habilité à diriger des recherches, chercheur au CNRS, etc. Enfin bref, j'ai tous les tampons, si j'ose dire. Mais en même temps, alors que j'étais encore en 4e année de Normal Sup, j'ai commencé à écrire des papiers dans Le Monde et j'ai continué. Donc ça fait 45 ans que j'ai une chronique dans Le Monde. Vous écrivez toujours des éditoriaux dans Le Monde? J'écris des éditoriaux dans Le Monde. J'ai depuis une dizaine d'années, chaque vendredi, un éditorial dans Les Échos, le journal financier, et puis je travaille aussi pour Le Point. Voilà. Et donc je suis, si vous voulez, un universitaire bâtard, volontairement, aussi écrivain, et puis, j'ai fait beaucoup de livres et de recherche et de fiction, des essais plus personnels, enfin voilà. Alors, dans votre parcours, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que dans une période, la mienne aussi d'ailleurs, qui était une période où il y avait beaucoup de dogmatisme, beaucoup des idéologies, vous êtes allé plutôt vers une réflexion sur ce qu'on appelle les sagesses hors du monde occidental, très tôt. Très tôt, très tôt après... Oui, après les études normales, mais vous êtes intéressé au bouddhisme, aux autres sagesses, pourquoi? Peut-être aussi après un engagement politique, dont je n'ai pas l'habitude de parler beaucoup, mais enfin pendant 6 années j'ai été maoïste, comme on était à l'époque, moins que mes camarades, qui eux étaient dans des usines souvent, mais j'étais très proche de certains des dirigeants de cette époque, du mouvement maoïste. Et puis en même temps, j'ai travaillé au Monde quelques années. Et il y a eu un moment de ma vie où je me suis retiré de tout. J'avais des responsabilités dans l'édition, dans les journaux. Et là, je me suis dit, il faut que je cherche ce que j'ai à écrire. Parce que quand on se retrouve, comme je l'étais à 25 ans, à la tête de plusieurs pages du Monde chaque semaine à diriger, c'est pas le bon endroit pour réfléchir ni pour écrire, et je me suis mis à écrire un certain nombre de carnets, de choses personnelles tout en enseignant en province, et là je me suis un jour aperçu qu'il y avait une proximité entre
ces réflexions personnelles que je commençais à mener et le bouddhisme. Et ça m'a entraîné d'abord à faire un peu de sanskrit, à lire beaucoup de textes et à me demander, ça a été ensuite mon premier travail de recherche, mais je l'ai expliqué, mais je me suis demandé, mais pourquoi m'a-t-on caché tout cela ? Parce que... Pourquoi la pensée occidentale avait complètement occulté cette forme de sagesse Mais oui, c'est-à-dire que on m'avait enseigné, dans les meilleures écoles, comme disait Descartes, si vous voulez, en m'expliquant qu'il n'y avait pas de philosophie indienne, en m'expliquant qu'il y avait en Inde toutes sortes de choses respectables, des sagesses, de la poésie, du théâtre, des spiritualités, mais pas de philosophie, et que la philosophie était une chose seulement occidentale. Et puis il suffit vraiment de lire, même en traduction, d'innombrables thèses qui existent depuis le XIXe siècle pour s'apercevoir qu'il existe en Inde des traités de logique, qu'il existe une métaphysique de la parole, qu'il existe des argumentations et véritablement de la philosophie démonstrative et argumentative et de la construction de concepts. Et ma question, ça a été, mais pourquoi m'a-t-on dit le contraire? Que s'est-il passé? Et là, je suis entré dans une recherche qui a été mon premier travail ensuite de chercheur sur ce qu'a été la découverte européenne des doctrines de l'Inde au XIXe siècle, puis d'une certaine manière leur effacement, leur éviction de la scène philosophique, ce que j'ai appelé dans un premier livre l'oubli de l'Inde, et ça m'a ensuite conduit à étudier la découverte du bouddhisme par les Européens, dans le culte du néant. Voilà, et donc un certain nombre d'enquêtes qui étaient en quelque sorte, non pas tellement attirées par la sagesse elle-même, mais plutôt menées dans l'esprit de Michel Foucault sur le travail à l'intérieur des archives. Alors curieusement, le bouddhisme est arrivé, je dirais, dans la culture française sous la forme un peu de réflexion sur le bonheur, sur la réalisation personnelle, sur comment être zen, etc. Or, ce que vous dites, c'est que c'est pas du tout ça, au fond. C'est une réflexion beaucoup plus profonde et pas du tout superficielle comme ça. Et surtout, ce que j'ai eu la surprise de découvrir dans les archives du XIXe siècle, c'est que la représentation que vous venez de rappeler du bouddhisme comme source de bonheur, de sérénité, c'est notre représentation actuelle. Le XIXe siècle, entre 1830 et 1880, a vu systématiquement l'inverse. C'est-à-dire voyait le bouddhisme comme un nihilisme, une figure horrible, un épouvantail que j'ai finalement analysé comme étant non pas quelque chose qui parle du bouddhisme, mais qui parle de l'Europe et qui est la surface de projection sur laquelle l'Europe a d'une certaine manière mis tous ses problèmes. On voyait les régimes monarchiques s'écrouler. On a fait du Bouddha une sorte de révolutionnaire, de partageux. L'Europe entre en crise, crise de la conscience, crise du sujet. On imagine le bouddhisme comme une sorte de nihilisme. Autrement dit, voilà, toutes les questions qui travaillaient la conscience européenne du XIXe siècle, on les a projetées sur une surface un peu inconnue à cette époque, qui était le bouddhisme. Et alors ensuite, dans votre, je dirais, parcours intellectuel, est-ce que c'est cela qui vous a amené au fond, à considérer la philosophie comme un moyen de réfléchir sur tous les problèmes, y compris ceux de la vie quotidienne, quoi. Je veux dire, tout ce qui fait notre monde, notre vie, au fond. Bien sûr, je pense que rien n'est en dehors de la philosophie. Les philosophes ne sont pas des extraterrestres. C'est-à-dire que ce sont bien évidemment des gens qui éprouvent les mêmes émotions que tous, mais qui réfléchissent sur elles, qui vivent dans une époque et qui tentent de la comprendre. Et ce qui m'a intéressé finalement tout au long de ma vie, j'aurais envie de dire que c'est d'ouvrir la philosophie. De l'ouvrir soit à des champs culturels nouveaux, comme l'Inde, qui ne faisaient pas partie, disons, de la réflexion philosophique. Voilà, et d'autres ont travaillé sur les domaines hébraïques, sur le domaine chinois, sur le domaine arabe ou autre, mais l'ouvrir aussi à d'autres publics,
Ça, c'était plutôt le travail du journal, de la vulgarisation. L'ouvrir, pourquoi pas, à d'autres modes d'écriture et au quotidien. Et ce que j'ai tenté de faire le plus souvent, c'est de penser la philosophie à partir de l'expérience vivante, sensible, physique, charnelle, avec aussi, parce que je n'ai pas de goût pour la gravité ennuyeuse, avec un sens parfois du jeu. Je crois qu'il y a une possibilité de penser en riant, et parfois de façon, disons, surprenante ou décalée. Et c'est pourquoi j'avais écrit dans les années 2000 un livre dont j'ai eu la chance qu'il soit traduit dans le monde entier, qui s'intitule « 101 expériences de philosophie quotidienne », qui existe en hébreu d'ailleurs, et qui finalement propose au lecteur de faire des expériences. Des expériences, voilà. Si vous voulez un seul exemple, si je vous dis quel est le rapport entre les mots et les choses, alors là on va entrer dans un truc très difficile, compliqué. Mais si je vous dis prenez n'importe quoi que vous avez sur vous, voilà, un objet, un bouton, un crayon, et puis ce crayon que vous avez, répétez le mot crayon, 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 crayon. Les enfants jouent à ça. Il suffit de quelques dizaines de répétitions pour que le mot se dessèche, tombe par terre, si je puis dire. Ce qui vous reste en main, c'est un bout de plastique qui n'a plus de nom. Et on peut, je crois, de façon comme ça, charnelle, physique, ludique aussi, essayer d'éprouver un certain nombre de questions philosophiques au lieu de les prendre d'emblée de manière intellectuelle. Oui, alors il y avait la question philosophique, c'était la question du bonheur. Qui est en fait une espèce à la fois d'idéologie qui a pu mener aux pires catastrophes, les idéologies homères, et puis d'un autre côté, qui peut mener aussi à un discours un peu béat sur la vie quotidienne et comment être heureux. Au fond, la philosophie, ça n'est pas vraiment ça. À mon avis, non. À mon avis, non. Et ça s'est développé beaucoup, pourtant. Il y a un courant actuel que j'appelle la philo-bonheur, où se développe en lien avec le développement. Elle est Marie-Claire. Voilà, en lien avec le développement personnel, où on vous explique, en reprenant des éléments de philosophie antique. Épicure, évidemment, dit que le but de la philosophie, c'est de nous produire une vie heureuse par des raisonnements. Sauf que, je crois que si on extrait cela de son contexte, et puis qu'on vous dit aujourd'hui, eh bien, vous voulez être heureux, faites donc un peu de philosophie, vous vous sentirez mieux. Il y a là, me semble-t-il, une sorte de piège, d'arnaque, que j'ai dénoncé dans un pamphlet intitulé « La philosophie ne fait pas le bonheur, et c'est tant mieux ». Heureusement. Voilà. Kant, d'ailleurs, dit très bien que le bonheur n'est pas une idée philosophique, puisque chacun en fait à sa guise, se forge sa propre idée. Et donc, il y a là quelque chose qui me paraît plus à critiquer, à comprendre et à dénoncer qu'à diffuser. Alors, bien évidemment, la philosophie n'est pas une thérapie, mais est-ce que les intellectuels ou les philosophes ont un rôle à jouer dans les questions, je dirais, cruciales qui aujourd'hui secouent un peu le monde, que ce soit des questions d'ordre éthique en matière de médecine ou de science avec les progrès de la science, ou que ce soit sur les questions politiques et, disons, les récents événements, la montée d'un terrorisme, la montée d'un islamisme radical, tout ça, est-ce que les philosophes ont quelque chose finalement à apporter dans ce Moi, j'en suis absolument convaincu. J'en suis absolument convaincu, mais à mon avis... De quelle manière ? Alors voilà, ce qu'ils ont à apporter, à mon avis, ça n'est pas la même fonction que celle de l'intellectuel engagé type Sartre, grande conscience, comme ça, de l'époque. Il me semble que la vraie fonction du philosophe aujourd'hui, par rapport à toutes ces questions, bien sûr, il peut prendre ses partis, il peut prendre position, il peut combattre comme citoyen, mais c'est plutôt d'essayer de faire saisir où sont les enjeux et où se placent les principales tensions. C'est plutôt de fournir à chacun des outils d'analyse des situations
afin qu'on se dise « Ah bah oui, ceci, je n'y avais pas pensé, je ne l'avais pas vu sous cet angle-là. » Tiens, et il s'agit moins, si vous voulez, d'apporter des solutions, de délivrer des imprécations ou des messages, que de donner, comme le disait aussi Michel Foucault, une boîte à outils. Mais la présence, par exemple, d'intellectuels sur les terrains de guerre, ça vous inspire quoi? Alors, je n'ai rien contre. Essayer d'influencer le cours du monde en allant convaincre, je ne sais pas, des dirigeants politiques d'intervenir militairement ou de prendre parti pour tel ou tel... Il me semble qu'il peut y avoir beaucoup de postures parfois dans ce type d'intervention, mais si elles sont opportunes et vont dans le bon sens, elles peuvent être utiles et courageuses. C'est à chaque fois, je crois, c'est au cas par cas que ça se juge, ces attitudes-là. Est-ce que vous considérez que les jeunes qui sont tentés aujourd'hui par le terrorisme, ou en tout cas un soutien à cette vision radicale ou intégriste, est-ce que vous considérez que ce sont des barbares, que ce sont des gens qui se sont fourvoyés tout simplement, ou des gens qui sont perdus ou qui ont été peut-être abandonnés par le système, comme on dit? Je pense, vous savez, j'ai consacré un livre à la représentation des barbares depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. En Antiquité, les barbares, c'est juste ceux qui ne parlaient pas le grec. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, la notion de barbarie, elle n'est pas grecque. Elle est née bien après. Elle est à la fois romaine et chrétienne. Oui, elle est plutôt les Huns, quoi. C'est l'idée d'inhumanité dans l'homme. Et il me semble qu'aujourd'hui... Du monstre. Voilà, mais aujourd'hui, vous avez parmi les djihadistes des gens très diplômés, très cultivés. Ce ne sont pas des imbéciles ni des rustres. Qu'est-ce que c'est, en ce sens-là, un barbare? C'est celui qui est capable de tuer un enfant en le regardant dans les yeux, de décapiter son semblable en le regardant aussi dans les yeux. Mais pourquoi? Parce qu'il peut vitrifier en lui le sentiment d'humanité le plus élémentaire et le plus puissant au nom de ce qu'il croit être une vérité révélée qu'il l'excuse et même qui le récompense de son inhumanité. Autrement dit, c'est la capacité en quelque sorte, les nazis c'était la même chose, et dans un autre contexte, les djihadistes ont cette même barbarie, c'est finalement étouffer l'humain en soi au nom de ce qu'on croit être une vérité absolue. Vérité. Mais est-ce que le regard que vous portez sur ce qu'on appelle la déresponsabilisation, au fond, on dit finalement, ces jeunes-là, ils sont entraînés, ils ne sont pas responsables, ils sont des victimes d'un système social ou d'un système éducatif qui les a... Non, je n'y crois pas. Je ne crois pas ça. Je crois que c'est simplement le recyclage d'un vieux discours tiers-mondiste et une transformation de la lutte des classes à l'échelle du rapport entre les cultures et les civilisations qui ne me convient en tout cas pas du tout et que je crois faux. Il y a une part évidemment de responsabilité entière et il me semble que ce serait mépriser ses adversaires, ses ennemis même que sont les djihadistes. Parce que c'est bien, j'ai écrit beaucoup de chroniques sur ce thème, c'est bien eux ou nous. Il n'y a pas là des gens simplement qui s'égarent, ni avec qui on pourrait négocier ou discuter. Il y a des gens qui veulent détruire les piliers même sur lesquels sont fondées notre société, nos civilisations, la liberté d'expression, l'égalité des hommes et des femmes, la liberté d'avoir ou de ne pas avoir de religion. Et tout cela fait que comme c'est cela qu'ils veulent véritablement détruire et qu'ils voient dans cette destruction leur mission la plus haute, il n'y a que la guerre qui peut leur être faite. Donc nous sommes en guerre. Ah oui, pour moi, tout à fait. Tout à fait, j'ai même été souvent, si vous voulez, ces questions-là, pour moi, ont été posées depuis le 11 septembre. Je n'ai pas découvert au moment de Daesh ou du Bataclan. J'ai écrit depuis le 11 septembre bien des choses dans ce registre-là. Et il me semble que les opinions sont très lentes à comprendre cela. L'idée que nous étions en guerre,
qui m'a paru évidente en 2001 a mis beaucoup de temps à cheminer. Et même l'idée qu'il faille répliquer militairement. J'ai écrit une chronique pour expliquer qu'il fallait intervenir avec des troupes au sol en Syrie, parce que je ne vois pas très bien comment on peut combattre autrement, mais ça va un peu à l'encontre d'une idéologie dominante. Oui. Alors, vous êtes en Israël, là on est au bord de la mer. Quel regard vous portez sur Israël aujourd'hui? Ça représente quoi Israël pour vous? Ça représente finalement un bastion dans un monde difficile et hostile. J'ai beaucoup d'affection, d'admiration. Je viens à peu près chaque année en Israël et avec beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup d'amis ici et ça représente pour moi ce qu'il faut soutenir, alors que ça devient de plus en plus difficile, puisque bien évidemment, on a tellement renversé les rôles et les représentations, que l'on fait des Israéliens les bourreaux, que l'on en les grime, si j'ose dire, ou les présente comme des dominateurs, comme des totalitaires, etc., alors que c'est simplement un pays qui se défend. Oui. Et qui se bat. Et je crois, si vous voulez, alors il y a quelque chose que j'ai un peu compris il y a déjà quelques années, mais que je voulais peut-être expliquer en quelques phrases. L'Europe s'est construite, après les 2 guerres mondiales, sur la disparition des États-nations. Avec l'idée que... la paix est comme... Plus de frontières et plus d'États, alors nous avons la paix. Et c'est un modèle qui, du point de vue européen, tient la route dans l'histoire européenne. Mais l'erreur de l'Europe me semble de croire que cette paix est exportable mondialement dans des régions, partout ailleurs dans le monde, où il y a des États et il y a des nations. Or, Israël a un problème, pas un problème, enfin, est un État, est une nation, doit définir ses frontières, c'est même un problème absolument récurrent, et cela n'est d'une certaine manière pas compréhensible par une Europe qui oublie les États, oublie les frontières et oublie la guerre. Pourtant, en Israël, nous sommes toujours en état d'urgence, en état de guerre, et il y a de la croissance, il y a de la créativité, il y a une réelle vitalité. Est-ce que ça ne peut pas être aussi un modèle, d'une certaine façon, pour l'Europe ou pour la France, de voir que malgré l'état d'urgence, justement, on peut avoir de la croissance et se développer, une créativité qui est exceptionnelle en Israël, on le voit dans tous les domaines. Mais tout simplement parce qu'il me semble que la France a oublié, l'Europe avec elle, mais la France depuis longtemps, ce qu'est la nécessité de se défendre. Et ce qu'on oublie, c'est le négatif, si vous voulez. C'est l'hostilité, c'est le fait qu'on a des ennemis et qu'il faut les combattre. Ça, c'est quelque chose. Toutes les manifestations après les attentats, que ce soit Charlie, que ce soit le Bataclan, était évidemment la marque d'une profonde émotion, mais était aussi avec cette idée que mettre des bougies allait suffire à combattre le terrorisme, ou qu'aller boire des bières à la terrasse des cafés, ce qui peut être une manière de marquer qu'on n'a pas peur, ne suffit pas, évidemment. Est-ce que vous avez une explication pourquoi cette haine d'Israël, cette détestation d'Israël a autant augmenté en Europe? Je pense que c'est une conséquence de la propagande très bien organisée par les pays arabes et qui ont très lentement, mais avec un succès croissant, renversé les opinions. Il y avait un soutien et un préjugé favorable pour Israël de des intellectuels des années 50, 60, de la gauche française, et cela a fini, au fil des décennies, par se retourner, se dire ami d'Israël dans la France d'aujourd'hui,
n'est pas courant et n'est pas toujours simple. Oui. Alors, une dernière question sur les derniers événements en France, les élections. L'arrivée de ce jeune président, ça vous interpelle, ça vous rend heureux, ça vous rend perplexe? Heureux et perplexe, heureux qu'il nous ait permis, en votant pour lui, d'échapper au Front National, qui était évidemment une option de catastrophe parce que c'était économiquement dangereux, politiquement absurde, etc. Bien. Mais perplexe parce que toute la question aujourd'hui, c'est finalement de savoir si le sentiment de renouvellement correspond rien à une représentation, une sorte d'enthousiasme du moment, ou si il aura des effets. Et moi j'ai une position wait and see, si vous voulez. Que va-t-il se passer dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, lorsque cet enthousiasme apparent, mais peut-être apparent seulement, va se heurter aux réalités de la société française et de la scène internationale. Si vous pensez que c'est quand même, disons, la France qui gagne et la France qui perd, il y a quand même cette fracture, vous pensez qu'elle existe en France? Ah oui, elle existe, oui, c'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, il faut clairement distinguer. Dans le Front National, il y a ses dirigeants et puis son électorat. Il y a évidemment dans ce parti un héritage de Vichy, un antisémitisme historique, voilà, et puis toute une... Oui, mais il n'y a pas 11 millions de... Mais il n'y a pas 11 millions de pétaimistes en France. Mais évidemment que les gens qui votent pour le Front National le font souvent par désespoir, par misère, par colère, et puis par délaissement, si vous voulez. C'est vrai, et ça je pense qu'il y a une large part de responsabilité des politiques successives, mais en particulier d'un certain nombre de politiques de gauche, qui n'ont pas fait le travail qu'elles annonçaient devoir faire, et qui ont délaissé, un sociologue comme Christophe Guilly parle de la France périphérique, de ces gens qui... La France abandonnée. Voilà, vivent dans des villages, dans des petites villes, même des villes moyennes, mais qui ne sont ni sur les grands axes de communication, ni dans les centres où se fait l'industrie et la technique, et qui se trouvent véritablement délaissés, oubliés, qui ont le sentiment de n'être pas écoutés, et qui le challenge, le défi de Macron, c'est au fond, est-ce qu'il va pouvoir aller vers ces gens-là et leur proposer quelque chose? Je ne peux que l'espérer, j'en doute aussi. Bon, merci beaucoup. Merci à vous.